Bonjour, je m'appelle Agnès Rény, je suis mathématicienne de formation et actuellement artiste-auteur et conférencière. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Hypatie d'Alexandrie. Hypatie d'Alexandrie, c'est la première mathématicienne connue. En fait, la première mathématicienne dont on a pas mal de documentation sur sa vie. Elle est née en 355 à peu près, il y a une petite incertitude, et elle est décédée en 415, donc après Jésus-Christ. D'ailleurs, fait amusant, dans Wikipédia, avant elle, il y a peut-être 2 femmes potentiellement connues comme mathématiciennes, mais c'est pas sûr. Il y aurait Théano qui aurait pu être la femme de Pythagore, ou bien c'est un mythe dans le 6e avant Jésus-Christ, et puis Pandrosion d'Alexandrie, on ne sait pas vraiment si c'est un homme ou une femme. En tout cas, on n'a pas de documentation. Et 18 femmes mathématiciennes seulement, nées avant 1800, et 77 entre 1800 et 1900. Alors, Hypatie d'Alexandrie, comme son nom l'indique, elle vient d'Alexandrie, qui était à l'époque une ville très importante, la 2e ville après Rome, et une ville culturellement très très développée. Elle est philosophe, astronome et mathématicienne. Et sa vie a été racontée entre autres par Socrate le scolastique, un historien contemporain d'Hypatie. Je vais vous lire un petit extrait. Il y avait à Alexandrie une femme nommée Hypatie, fille du philosophe Théon, qui avait atteint de tels sommets dans les sciences qu'elle surpassait tous les philosophes de son temps. Disciple de l'école de Platon et de Plotin, elle exposait les principes de la philosophie à ses auditeurs, dont beaucoup venaient de loin pour recevoir son enseignement. Grâce à la maîtrise et à l'aisance qu'elle avait acquise en cultivant son esprit, elle n'hésitait pas à apparaître en public en présence des magistrats. Elle n'éprouvait pas non plus de gêne à se rendre à une assemblée d'hommes, car, en raison de sa dignité et de sa vertu, ils l'en admiraient d'autant plus. Alors, ce qui est intéressant avec Hypatie, c'est qu'elle n'a pas eu à se battre comme les femmes qui viendront après elle pour faire des mathématiques. Elle était célibataire et elle était vraiment reconnue de son vivant comme un des plus grands esprits. En plus, elle avait, grâce à ça, elle a aussi une grande influence politique et on verra que ça joue un rôle important dans sa vie. Alors, on va parler un peu de son œuvre et de sa carrière. Donc, elle était fille d'un mathématicien, Théon, qui était lui-même directeur d'une école très sélective qui s'appelait le Muséon, et elle était son élève, sa proche collaboratrice, et elle l'a dépassé, et son père lui-même a reconnu qu'elle le dépassait largement. Alors, on sait peu de choses de ses travaux, parce qu'en fait, elle n'a rien écrit elle-même, elle a essentiellement commenté, annoté des livres, et il y a pas mal de choses qui ont été perdues, donc malheureusement, on n'a pas beaucoup de traces de ses travaux, mais on a des traces indirectes de gens qui ont lu ses travaux, etc. Donc en particulier, elle est célèbre pour un livre qui s'appelle l'Amalgeste de Ptolémée, qui sont des tables astronomiques qui nous sont parvenues grâce à elle, qu'elle aurait traduites et complétées. Donc Ptolémée, au passage, c'était un savant grec, ses années c'est 100-168, et il a fait des tables de calcul utilisées par les marins jusqu'à très tardivement, jusqu'à Copernic et Kepler, et qui est un peu cette révolution par rapport aux astres. Elle a fait aussi des commentaires sur les arithmétiques de Diophante. Donc ça, c'est un livre de mathématiques écrit par Diophante qui propose plus de 100 problèmes de mathématiques. Et elle a rédigé des solutions. Et par contre, celui-là, a priori, on l'a perdu. Elle a fait un commentaire du traité d'Apollonius de Perga sur les coniques. Et elle savait construire des astrolabes. Les astrolabes, c'est des instruments qui servent à déterminer sa position en se servant des planètes, donc qui étaient utilisées par les marins. Et elle aurait, alors ça c'est moins sûr, inventé l'hydromètre, qui sert à déterminer la densité d'un liquide. Donc vous voyez que c'est une femme qui a vraiment beaucoup de cordes à son arc. C'est une femme qui a apporté une riche contribution aux mathématiques et à l'astronomie. Elle a créé une école privée. En fait, en tant que femme, elle ne pouvait pas enseigner au muséum, dans l'école de son père, mais elle a créé une école privée qui était fait remarquable une école ouverte à tous, c'est-à-dire à toutes les religions. À cette époque, à Alexandrie, coexistait encore la religion païenne, dite païenne, la religion des Grecs, les Juifs et les chrétiens. Et son école était ouverte à tout le monde. Ses élèves étaient soumis au secret. Bon, c'était des mystères mathématiques et philosophiques, un peu dans l'esprit de l'école de Pythagore. Et elle a eu une grande influence politique, comme j'ai dit, et en particulier, elle était proche d'Orestre, qui était le préfet impérial et qui a été gouverneur d'Égypte de 412 à 415. Alors, c'est là que les choses commencent à se dégrader. Le patriarche Cyril, donc qui était le chef des chrétiens, succède à Théophile, qui était l'évêque d'Alexandrie à l'époque. Donc c'est Cyril qui est devenu le nouveau chef des chrétiens. Cyril, il faut voir qu'il est considéré à la fois
par les catholiques et par les orthodoxes comme saint, et essentiellement parce qu'il a ardemment lutté contre toutes les hérésies, c'est-à-dire contre tout ce qui n'était pas chrétien, et en particulier contre les juifs. Et donc il a incité les gens, vers les chrétiens, à la haine des juifs, à la haine des païens, donc ça a créé un grand désordre dans la ville, et Oreste, qui était quand même responsable de l'ordre, commence à s'en offusquer, et comme Hypatie était très proche de lui, effectivement, il s'en offusque, il commence à s'opposer à Cyril. Alors là, Cyril, ça lui a pas du tout plu, et ce qu'il a fait, ça c'est quelque chose qui sera fait malheureusement souvent par la suite, eh bien il a accusé Hypatie de sorcellerie, et il a dressé la population des chrétiens contre elle. Jusqu'à ce que Hypatie se fasse assassiner de manière horrible, en pleine rue. Elle a été traînée jusqu'à ce qu'elle meure. Bon, ce qui n'est pas clair dans l'histoire, c'est qu'a priori, Oreste était quand même au courant, donc voilà, il s'est peut-être un peu fait lâcher. Et sa mort a été vraiment considérée, par contre, comme ça a vraiment fait un grand choc, parce que elle était philosophe, et théoriquement, les philosophes, ils étaient un peu préservés de la violence. Ce qui est incroyable, enfin moi, ce qui me paraît incroyable, c'est que Cyril, malgré toute sa violence, il est toujours encore considéré comme quelqu'un, comme un saint. Par exemple, je vais vous lire un extrait d'une audience donnée par Benoît XVI le 3 octobre 2007, qui rend hommage à Cyril d'Alexandrie, et dans lequel il déclare « Cyril, encore jeune, fut élu évêque de l'influente église d'Alexandrie en 412, qu'il gouverna avec une grande énergie pendant 32 ans, visant toujours à en affirmer le primat dans tout l'Orient. Saint Cyril d'Alexandrie a été un témoin inlassable et ferme de Jésus-Christ, Verbe de Dieu incarné. » Bon, moi je connais un petit peu les textes chrétiens, je pense qu'il n'a pas tout à fait compris le message du Christ, mais ça n'engage que moi. Alors, un autre texte qui est intéressant pour voir finalement ce qu'on a dit d'Hypatie à l'époque et comment ça a été continué dans l'église catholique et orthodoxe. Donc là, je vais vous lire un extrait d'un évêque copte qui s'appelle Jean de Nicchioù au 7e siècle. Il lui parle d'Hypatie. Il dit « En ces temps apparut une femme philosophe, une païenne nommée Hypatie, et elle se consacrait à plein temps à la magie, aux astrolabes et aux instruments de musique. Et elle ensorcela beaucoup de gens par ses dons sataniques. Et le gouverneur de la cité l'honorait excessivement. En effet, elle l'avait ensorcelé par sa magie. Il cessa d'aller à l'église comme c'était son habitude. Une multitude de croyants s'assembla, guidés par Pierre le magistrat, lequel était sous tous aspects un parfait croyant en Jésus-Christ, et ils entreprirent de trouver cette femme païenne qui avait ensorcelé le peuple et la cité, et le préfet par ses sortilèges. Et quand ils apprirent où elle était, ils la trouvèrent assise, et l'ayant arrachée à son siège, ils la traînèrent jusqu'à l'église appelée Césarion. On était dans les jours de jeûne, ils déchirèrent ses vêtements et la firent traîner derrière un char dans les rues de la ville jusqu'à ce qu'elle mourût. Et ils la transportèrent à un endroit nommé Cinaron où ils brûlèrent son corps. Et tous les gens autour du patriarche Cyril l'appelèrent le nouveau Théophile, car il avait détruit les derniers restes d'idolâtrie dans la cité. Moi, ça me fait vraiment froid dans le dos, frissonner, c'est vraiment incroyable. Donc voilà la fin d'Hypatie, la fin de sa vie. Parce qu'après, il y a eu donc tout un mythe qui s'est créé autour d'Hypatie. Ce qui fait que je vous en parle aujourd'hui. On peut voir dans la grande fresque de l'école d'Athènes, peinte par Raphaël, il y a un portrait de grands sages et grands savants, et a priori, il y aurait le portrait d'Hypatie. Voilà, à moins que ce soit le neveu du pontife, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est la première apparition picturale d'Hypatie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la mort d'Hypatie? Donc, Damasios, c'est un historien du siècle qui a suivi Hypatie, qui était un grand opposant au christianisme. Il en a fait une figure de lutte contre le christianisme. Je vous rappelle qu'Hypatie, elle n'était pas contre les chrétiens. Son école était ouverte à tout le monde. Au Moyen-Âge, on a récupéré la figure d'Hypatie pour lui faire incarner les vertus du christianisme, donc ce qui manque pas d'air quand même. Au siècle des Lumières, elle a à nouveau été récupérée pour en faire un symbole d'opposition au christianisme. Elle est évoquée dans l'encyclopédie de Diderot. Au XIXe siècle, elle était une source d'inspiration pour les auteurs néo-hellénistes. Elle a été considérée comme la première sorcière exécutée par les chrétiens, donc ce qui est tout à fait avéré. Et au XXe siècle, elle est devenue un symbole du mouvement féministe. Elle reste toujours une grande inspiration dans les arts et la littérature. Il y a par exemple le célèbre film Agora en 2009. Because the circle reigns in the heavens, the stars have never fallen and they never will. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Dans mon livre Rencontre au pays des maths, en fait, j'ai voulu justement raconter des histoires de mathématiciens, mathématiciennes, des histoires de théorèmes,
pour montrer que les mathématiques, c'est incarné, hein, c'est fait par des vraies personnes qui ont des vies aventureuses. Voilà, donc vous pourrez retrouver l'histoire d'Hypatie et d'autres histoires de mathématiciens. Merci. Et merci à l'Eurécafé, dans lequel on a enregistré ces vidéos et dans lequel aussi j'ai eu la chance de faire des conférences. Donc c'est un café qui est à Toulouse et qui est un café autour des sciences. Merci l'Eurécafé.